Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Merci de nous accueillir. Ça nous fait un immense plaisir. Cédric et Iban. Je vais commencer par Iban. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous présenter votre exploitation? Alors, donc moi je suis fils d'éleveur autour de Ainis-Montgelos, qui est un village près de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc au Pays Basque, une exploitation donc de brebis laitières et qui donne éventuellement, évidemment, naissance à des agneaux de lait. Des agneaux de lait, ok. Voilà. Donc moi je travaille également pour la coopérative Achouria de Montléon, qui est un regroupement d'éleveurs qui justement met en avant ce produit qui est l'agneau de lait. Alors, on parle d'agneau des Pyrénées, on imagine plein de choses. On a vu d'ailleurs, on a pas mal d'images sur la transhumance, on le voit ici donc en plan de coupe que Julie est en train de mettre, les pâturages, les vertes prairies. Mais en réalité, comment ça se passe l'élevage de moutons? C'est pas si simple. Donc l'élevage de brebis, ça se passe, c'est un travail à l'année. On a des brebis, pour une grande partie des éleveurs qui passent 4 mois par an en estive, en transhumance. Donc les brebis partent généralement au mois de juin en montagne et elles redescendent pour septembre où finalement elles viennent mettre bas. Donc les 4 mois précédant la naissance de l'agneau, elles ont eu une totale liberté à la montagne où elles ont manger uniquement ce que leur offrait la montagne. Donc de l'herbe et juste de l'herbe fraîche. Parce qu'on se demande comment on fait pour retrouver ces moutons quand vous les laissez comme ça. Alors vous êtes un berger, il y a quelqu'un évidemment qui les suit tout le temps. Ça dépend des paysans, ils s'organisent un peu entre eux. Maintenant on a vu que le métier de berger revenait en force et que plusieurs éleveurs se regroupaient justement pour mettre leurs troupeaux en commun et mettre un seul berger à la montagne. Donc qui s'occupe des fois de 1000 brebis, des fois 2000 brebis. Voilà. Il y a une solidarité entre les bergers. Complètement. Et il y a même une solidarité entre les différentes vallées. Parce que bon, on pourrait penser que des fois il y a des rivalités un petit peu. Bien sûr, au ça contraire. C'est normal. Mais non, mais on voit vraiment une réelle solidarité entre les éleveurs et c'est un métier le métier d'éleveur est un métier assez difficile, mais on voit qu'ils essayent quand même de garder ces valeurs-là, de continuer à valoriser les produits de la montagne. C'est ça. Et entretenir ce paysage dont on profite tous maintenant. Parce qu'on a toute une filière, en fait, on a le fromage de brebis évidemment, on a le lait de brebis, on a les agneaux évidemment. L'élevage de l'agneau de lait va de pair avec la production de fromage. C'est-à-dire que quand l'agneau est enlevé à sa mère, tout simplement, la brebis continue à fournir du lait. Ce lait-là est utilisé pour faire le fromage qu'on connaît tous, le fromage d'Osso-Iraty, de l'AOC Osso-Iraty. D'accord. Donc les deux productions sont parallèles. Je fais une petite parenthèse, on ne veut pas s'empêcher quand on parle d'un troupeau de moutons de parler du chien qui va avec. Tout à fait. Parce que sans le chien, on ne peut pas faire grand-chose. Sans le chien, c'est vrai que ça ferait faire des kilomètres en plus au berger. C'est vrai qu'il y a une réelle complicité entre les éleveurs et les chiens. C'est assez joli à voir. C'est là où on voit le meilleur ami de l'homme, c'est quand même le chien, et on voit cette corrélation qu'il y a. C'est incroyable. Qui travaille beaucoup parce que c'est lui qui va chercher les moutons. Tout à fait, c'est lui qui guide les troupeaux. Donc c'est un très joli boulot de dressage. Alors aujourd'hui, on a Kenji qui prépare de l'agneau. Quelle relation vous avez avec les chefs en général? Comment ça se passe? Avec les chefs, on a la chance d'avoir un produit quand même qui est très apprécié par les chefs, donc l'agneau de lait qui est un produit qui a travaillé pas mal par les restaurants gastronomiques en France. Donc c'est un produit que déjà les chefs apprécient particulièrement, donc déjà ça facilite, on va dire, leur relation. Et en plus, grâce à des groupes comme Transgourmet, on peut avoir un échange direct avec ces chefs-là et on a plus de facilité aussi à leur fournir ce produit grâce à Transgourmet. C'est-à-dire que nous, on est une petite structure quand même et pouvoir distribuer ce produit partout en France, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Il faut privilégier le circuit, les circuits courts aussi pour. Le but quand même de la coopérative, c'est de pouvoir privilégier le circuit court, mais dans un espace, on va dire, assez local, autour de la coopérative. Parce que dès qu'on s'éloigne, c'est de plus en plus dur quand même de garder ce circuit court. Parce que, il faut
un intermédiaire forcément pour pouvoir faciliter cette distribution. Ça c'est nécessaire parce que la logistique aujourd'hui en frais amène tellement de complications. C'est sûr que c'est un atout pour nous de travailler avec Transgourmet. Et vous êtes une entreprise familiale? Tout à fait, c'était moi dans mon exploitation, tout à fait. Dans votre exploitation. Ouais. Quand vous cuisinez le mouton, comment vous le cuisinez? Ah, il y a différentes façons de le faire. Bon, l'agneau de lait, généralement, on le fait, c'est souvent en rôti. Le traditionnel gigot avec les faillots, c'est souvent au four, rôti, avec un peu d'ail. Voilà. C'est ma recette préférée. Voilà. Simplement efficace. Ok. Bah, merci. Alors, si on veut aller vous voir, par exemple, parce que les gens, vous savez, ici à Bordeaux, les gens se disent, ils rêvent d'aller dans les Pyrénées. Hein? Alors ils se disent à quel endroit on va aller dans les Pyrénées, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il y a les balades dans la montagne, il y a le ski évidemment, et puis aussi la visite des exploitations. Tout à fait. Et ça devient de plus en plus à la mode. Et oui. Vous avez de plus en plus de personnes, vous les accueillez facilement? Bien sûr, et les éleveurs maintenant ont tendance à être donc de plus en plus nombreux à recevoir ces groupes-là, des groupes de gens qui souhaitent connaître l'élevage, et ils sont eux-mêmes ils sont contents de raconter un peu leur métier, de raconter leur quotidien. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a suffisamment d'endroits, même où on peut se perdre un peu en montagne, sans qu'il y ait forcément un panneau ou une pancarte avec visite écrite. Je pense que les gens peuvent aller toquer à la porte et ils seront accueillis à bras ouverts. C'est noté, et sur Bordeaux TV, vous savez qu'on est aussi suivi sur la chaîne YouTube de Transgourmet, hein, donc c'est ça aussi notre partenariat. Vous pouvez donc aller visiter cette exploitation. Vous nous appelez aussi si vous voulez avoir des renseignements. Nous, on sera un plaisir de vous les donner. Alors, le sel de Batz, vous connaissez? Eh bien, j'en ai entendu parler auparavant, mais c'est aujourd'hui que j'ai fait la rencontre. Et voilà, et ça sert à ça, Expotel, c'est aussi la rencontre. Exactement. Et donc, merci de votre message. Merci à vous. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va parler du sel de Batz. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sel de Batz. Alors déjà, producteur de sel à Batz, parce que c'est dans cette contrée, on va dire, que se fait ce sel. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel parce que ce sel, il a une histoire. Apparemment, ça aurait été, si j'ai bien compris, le sel préféré de Louis XV, c'est vrai? Exactement, mais Louis XIV avant lui. Louis XIV avant même, d'accord. De Louis XIV. En fait, on a une petite histoire. Ouais. Et ça, c'est les rencontres, c'est les amitiés. Et c'est par moments, c'est les moments de magie qui arrivent dans la vie. Ouais. C'est-à-dire que quand on s'est lancé, nous, vraiment dans le sel de bas, ce qui s'est passé, qu'on a une histoire qui nous est tombée entre les mains, qu'on ignorait, qui venait de la famille de mon associé, c'est-à-dire que son aïeul était perruquier et confident de Louis XIV, et c'était lui qui avait introduit la fleur de sel à la cour de Versailles. D'accord, carrément. Voilà. Donc c'est assez magique, et à un moment donné, ça pousse pour se dire, on y va. L'aventure est là, en plus elle est belle, et on a une jolie histoire derrière. Et on reste dans cette image, parce que le sel de base, c'est quand même un produit, on va dire, qui est un produit de luxe quelque part. Hein. On est un produit de luxe, oui et non. Pourquoi est-ce qu'on est un produit de luxe? C'est parce qu'on porte beaucoup d'attention au produit. Aujourd'hui, il faut savoir que Bas-sur-Mer, on est basé sur la presqu'île de Guérande. Il y a le sel de Guérande. Exactement, il y a le sel de Guérande. Tout le monde connaît le sel de Guérande. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'à l'origine du sel de Guérande, on avait le sel de Bas. Bas-sur-Mer est la capitale historique de la production salicole. Et sur Bas-sur-Mer, sans Bas-sur-Mer, le Croisic n'existerait pas et Guérande n'aurait certainement pas cette notoriété. À l'origine, à Guérande, les paludiers étaient en fait repoussés hors des remparts. D'accord. Voilà. Le paludier était un indésirable, c'était le petit peuple, c'était à l'extérieur des remparts. Donc, c'est à Bas-sur-Mer que en fait s'est développée l'activité salicole. Grâce à cette activité salicole, en fait, on a développé le port du Croisic pour transporter le sel et le distribuer, et une activité portuaire est née. D'accord. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que l'activité salicole a décliné. Donc là, on était au 9e siècle. Hein. Tout ça, ça a été mis en place à l'époque par les moines bénédictins. Donc on est sur des tracères qui sont des tracés millénaires. Donc on n'a rien inventé. Aujourd'hui, on essaie de faire les choses de manière belle, le plus belle possible, en écoutant tout simplement la nature. La nature nous donne différents sels, il faut savoir exploiter ces différents sels. Et là où le sel de bas justement tire son épingle du jeu, c'est-à-dire qu'on a une méthode de production qui est assez spécifique. D'abord,
au sein de la méthode de production, c'est-à-dire qu'au lieu de faire un produit qui va être un tout venant, parce que le sel, vous en avez partout. Ouais. Vous en avez sur toutes les tables du monde, vous en avez dans toutes les cuisines du monde, mais il ne faut pas oublier que le sel, c'est le meilleur des conservateurs. Donc forcément, quand il s'agit de conserver un produit, on met du sel. Quand vous voulez avoir un exhausteur de goût, on met du sel. Petite problématique liée à ça, c'est une surconsommation de sel. Ça. Voilà, donc il faut faire attention. Ouais. Il y a deux choses. Donc manger un bon sel, un bon produit qui est fait dans les règles de l'art. Donc règle de l'art, ça veut dire un produit qui ne sera pas séché. Parce que dans le sel, vous avez deux choses. D'un côté, vous avez le chlorure de sodium, qui est le sel en soi, et de l'autre côté, vous avez tous les nutriments. Et tout aussi important que le chlorure de sodium, ce sont les nutriments. Parce que dans le nutriment, vous avez trouvé le potassium, le magnésium, du calcium, mais l'iode. Donc l'iode qui est un produit qui est merveilleux en fait, si vous voulez, pour les problèmes de thyroïde et autres. Donc c'est un produit qui, à la base, est un produit qui est sain et qui est bon pour la santé. Sans sel, on ne serait pas là, vous ne seriez pas là, je ne serais pas là. On a tous besoin de 4 à 5 grammes de sel par jour. Ouais. Au-delà, et l'industrie s'est fait un plaisir de nous en mettre un petit peu partout, au-delà, c'est pas un produit qui est bon pour la santé. Donc, mangez en petite quantité, mais consommez un bon et beau produit. Et pour faire un beau et bon produit, c'est simple, il faut écouter la nature, il faut regarder, il faut observer. Et nous, finalement, aujourd'hui, on est quoi? On est des passeurs. On est là, on a des marais salants avec des salines qui sont millénaires. Ouais. L'idée, c'est de les remettre en état chaque année et au rythme des marais, tout simplement, continuer à les exploiter, mais bien les exploiter. Ne pas chercher à surproduire et ne pas chercher à conditionner ou vendre trop vite derrière. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la plupart des grands groupements vont en fait récolter. Donc déjà, il y aura un problème de traçabilité parce que comme le sel, c'est un conservateur, il peut avoir 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous aurez toujours du sel et il sera toujours consommable, mais ça ne sera plus forcément la même qualité. Ensuite, vous avez la problématique de ceux qui vont sécher le sel. Donc, quand vous séchez le sel, comme je le disais précédemment, malheureusement, plus de nutriments, plus d'iode, plus d'oligo-éléments, plus que du pur chlorure de sodium. Donc pour aller à l'inverse de ça, nous ce qu'on fait, c'est que justement, on va égoutter nos sels. Nos sels vont être égouttés pendant 1 année. Donc oui, on peut parler de produits de luxe parce qu'on n'a pas un sel qui est séché en 15 minutes, mais qui est égoutté pendant 1 an. C'est un travail de fond en fait en finale. C'est un vrai travail de fond. En plus, à côté de ça, on va travailler les sels en fonction des vents. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, on a une eau de mer qui a 30 grammes de sel par litre d'eau. Pour commencer à produire du sel, il faut qu'on soit à 270 grammes de sel par litre d'eau. D'accord. Donc on a un ensemble de bassins qui sont faits en argile, qui va permettre à l'eau en fait de s'évaporer et à la teneur en sel se concentrer dans l'eau. Donc on va passer de 30 grammes à 270 grammes. Et ensuite, à ce moment-là, c'est l'action du vent qui va permettre au sel de cristalliser. D'accord. Au fond, sur l'argile, vous allez avoir le gros sel gris. Donc je le rappelle, un gros sel gris doit être gris et pas blanc. Donc vous trouvez du gros sel qui est blanc, méfiance. Ferrocyanure sûrement derrière pour le blanchir. D'accord. Donc ça c'est une catastrophe. C'est pas bon. Voilà, on a des jolis cétacés chez certains qui nous vendent du sel depuis des années et des années, sans citer de marque, qui blanchissent leur sel au ferrocyanure. D'accord. À éviter. Faut faire attention. À éviter. Okay. Voilà. On peut aussi utiliser votre sel pour mettre sur l'agneau. Tout à fait. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. On va déguster le plat avec le chef tout à l'heure. Et ça, c'est quand même aussi une utilisation vraiment recommandée. C'est une utilisation. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, le sel, autant avec son agneau qu'avec d'autres produits, ça doit être un produit de topping. C'est-à-dire que ce n'est pas un produit de cuisson, c'est vraiment un produit de topping. On va l'utiliser pour amener du croquant, on va l'utiliser comme exhausteur de saveur. Donc, dans ce cadre-là, le sel va permettre à l'agneau de révéler toutes ses saveurs. D'accord. Voilà, c'est vraiment l'utilité du sel. Eh ben c'est super, merci pour cette information. Parce que sur le sel, nous on ne connaissait pas, c'est vrai que mais le sel de Batz nous donne une autre idée un petit peu du sel, une idée du bien salé, du bien manger, du bien vivre. Et c'est ce que vous représentez tous les deux ici à cette table. Merci d'être venus. Merci à vous. Sur Merci notre à plateau. On va suivre ça de près et on vous donne rendez-vous à la fin du plateau pour venir déguster vos produits avec le chef. Avec plaisir. Merci, merci.